Bonjour, je suis très honorée de vous voir d'abord, et puis surtout de venir après le professeur Halleux qui a évoqué les métaux dans leur histoire et leur technique d'origine. Je ne ferai évidemment pas la même chose, et je voudrais simplement préciser qu'à la demande de Hugues Jacquet, un certain nombre de champs d'application des métaux, je ne le traiterai pas parce que des conférences prochaines seront orientées vers ces sujets-là. Entre autres, les bronzes, la serrurerie, la ferronnerie. Je crois me souvenir, la bijouterie non plus, puisque vous me l'aviez demandé. Donc c'est plutôt vers l'orfèvrerie des métaux précieux, les étains et la dinanderie d'art, que je traiterai globalement comme monde, disons, du monde des arts décoratifs, en grande partie, bien évidemment. Donc, c'est des techniques de mise en forme et de décor que nous allons pouvoir voir ensemble, les uns après les autres. Je ne vous cacherai pas, et vous le savez parfaitement, que l'usage et le décor et la mise en forme des métaux précieux datent des siècles passé et en montant très très loin, l'or et l'argent ayant été dès l'origine de la métallurgie, utilisés tant pour des bijoux que pour de la vaisselle, que pour des objets de culte, des différents cultes. Et donc c'est plutôt vers ces métaux-là que je commencerai, avec ces métaux-là que je commencerai. L'argent, on en a parlé, l'or aussi. Par rapport à ce domaine-là, il y a un métal aussi que l'on peut citer, qu'on n'a pas cité tout à l'heure, c'est l'électrum. Et je suis sûre que certains d'entre vous savent parfaitement ce que c'est. C'est un alliage naturel, l'électrum, qui est un or très pâle ou un argent un peu jaune. Disons que c'est un métal précieux, certes, et certains objets grecs, égyptiens aussi, ont pu être faits directement dans ce métal très malléable, bien évidemment, et qui a donné lieu à quelques pièces que l'on peut trouver encore dans les musées, que l'on trouve toujours dans les musées, pardon. Donc l'or et l'argent, bien sûr. On peut se poser la question, qui n'a pas du tout été évoquée, sur l'utilisation de ces métaux précieux. Je mets à part le platine, dont le platine on le connaissait. Au XVIIIe siècle, on faisait des médailles avec de la monnaie, pas de la monnaie, des médailles en platine. Et il a été reconnu comme métal officiel poinçonnable et poinçonné, comme l'or et l'argent, qu'en 1919. Donc le platine, les bijoux de platine, les objets de platine, plutôt des bijoux d'ailleurs, ne sont poinçonnés qu'à partir de cette date-là. Bien que précédemment, comme je vous le disais, on faisait des médailles, on était capable on l'utilisait pour faire des médailles, et aussi un peu de bijouterie. La couronne de la reine d'Espagne est une couronne qui est toujours portée d'ailleurs aujourd'hui, est une couronne de Mellerio et en platine, mais le platine n'était pas poinçonné. Sinon, l'or et l'argent ont toujours, étant donné leur valeur, ont toujours donné lieu à un essai de récupération de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un impôt indirect sur le poids du métal utilisé. Et c'est la réglementation qui accompagne, depuis le milieu du XIIIe siècle, avec l'édit de Boileau, réglementation qui a changé de nombreuses fois. Et nous vivons encore aujourd'hui pour l'utilisation, pas l'utilisation, mais le poinçonnage, la réglementation et le paiement des taxes sur ces métaux précieux, que ce soit pour la bijouterie, l'orfèvrerie et autres, sur une réglementation qui a été mise en place en novembre 1797, la célèbre loi de Brumaire. Novembre étant pas loin de la fin de l'année, on date les pièces qui comportent obligatoirement ces nouveaux poinçons à partir de 1798. Donc nous vivons encore aujourd'hui sur un poinçonnage et une réglementation qui date donc de la Révolution, juste après la Révolution, 1798. Rien n'a véritablement changé, si ce n'est entre 98 et 38, et par la suite, nous sommes encore, nos pièces en argent, par exemple, sont toujours poinçonnées de la célèbre tête de Minerve, au premier ou au deuxième titre, suivant le titre utilisé. Les titres ont été abaissés aussi au fur et à mesure des temps, et tout dernièrement encore en 1973.
ce côté un petit peu ennuyeux de la législation et de la réglementation par rapport aux métaux précieux. Je n'y reviendrai pas. Je voudrais simplement vous montrer quelques pièces d'orfèvrerie qui, de tout temps, l'argent ou l'or ayant été de tout temps utilisé, avec cette magnifique pièce, ce plat que vous connaissez sans doute tous, du fameux trésor de Bosco Reale, qui a été trouvé en Italie près de Pompéi, et qui aujourd'hui, ce trésor est au Louvre. Ce plat est en argent avec des éléments partis dorés, vous le voyez. Et donc c'est une petite promenade, si on peut dire, dans quelques pièces anciennes que je me permets de vous montrer avant de commencer à attaquer, si on peut dire, les modes de fabrication, les modes, voilà, un calice en or qui lui reprend au IXe siècle une forme de vase à boire romaine, et la très célèbre pièce d'orfèvrerie incroyable conservée jusqu'à nous, la Sainte Foy de Conques, qui, or, argent et argent doré, impressionne les foules, même sur cette photo, elle a un petit côté qui fait peur, mais et qui montre ce que nous démontrerons par la suite, que toute pièce d'orfèvrerie, de toute façon, est toujours faite de pièces et de morceaux, contrairement à la fonte de fer dont on a parlé et autres. Là, on est vraiment devant une accumulation de techniques, de nécessités techniques, puisque c'est en soudant des pièces de métal, argent ou or, les unes aux autres, que l'on solidifie l'objet. Un objet ne peut pas être fait tout simplement dans une simple feuille d'or, les métaux étant encore relativement mous, enfin, ou fragiles et déformables, dirons. Et c'est donc avec obligatoirement une pièce, et nous le verrons au fur et à mesure sur des exemples de toutes les époques, que toute pièce d'orfèvrerie est faite, je dirais un peu rapidement, de pièces et de morceaux soudés, agrafés, cloués les unes aux autres. Cette statue est vraisemblablement un exemple tout à fait spectaculaire de pièces et de morceaux, puisque des cristaux de roche viennent s'accumuler, des camées antiques et des pierres dures, pierres précieuses. Parallèlement, de pièces et de morceaux, certes, mais quand on veut faire quelque chose qui relève un tout petit peu de la sculpture, avec par exemple ce buste reliquaire en argent, vous voyez, il est un peu abîmé puisque le temps est passé par là, et les déchirures de la feuille du métal montrent bien comment il a pu être fait, surtout qu'on a la chance ici de voir le démontage, si l'on peut dire, de ce buste, qui, lui, a été, le visage et la tête ont été mis en forme sur une arme de bois sculptée. En haut à droite, où l'on a la sculpture en bois de la tête, sur laquelle a été mis en forme le masque de façade et le reste de la tête. Je pense qu'avec cela, on comprend un petit peu mieux le mode d'emploi, le mode de technique qui est utilisé. Un autre type d'objet du XVIe siècle, vous voyez, qui est un objet extraordinaire de complexité d'une part, de beauté aussi, puis d'originalité, c'est une nef de table. Les nefs de table, je ne reviens pas sur leur usage, si ce n'est qu'elles étaient disposées devant les grands de ce monde dans des banquets importants. Elles aussi, de pièces et de morceaux, vous le voyez très bien. En revanche, à partir du XVIe siècle, on commence à voir des pièces, des objets entièrement faits, enfin, avec une technique qui jusqu'à présent était peu utilisée, surtout pour les objets très profonds. Vous voyez que cette aiguière, qui est de la fin du XVIe siècle, en argent, dorée à l'intérieur et pour partie, est constituée, on est parti d'un disque de métal, et de ce disque de métal, on l'a rétreint sur une enclume, ce qu'on appelle un tas, des formes qui ont des formes arrondies, et d'un disque plat, on est arrivé à rétreindre, à resserrer le métal pour qu'il puisse, en un seul morceau, en une seule pièce, former le corps de cette aiguière que vous avez sous les yeux. Il n'y a aucune soudure, c'est du plat, on arrive à ce volume assez important, puisque c'est une pièce qui mesure à peu près 17 à 19 cm de haut. Je passe rapidement, c'est certain, simplement pour un petit peu se mettre en bouche par rapport à la variété des techniques et des objets qui peuvent être réalisés dans ces métaux. Cette montagne avec le château de Cronenbourg, c'est là où se passe Hamlet. C'est une pièce danoise et qui montre que d'une feuille de métal, de plusieurs feuilles de métal, d'argent en l'occurrence, là, on arrive à faire des volumes, à
ce n'est pas de la sculpture, il n'y a pas enlèvement de métal. Le métal est complètement mis en forme, repoussé, sans enlèvement, pour arriver à lui donner une forme, un volume et des éléments de décor et de rocaille, de rocher, comme vous le voyez sur cette photo. Bien évidemment, alors là, nous avons beaucoup parlé de cet objet, enfin, le professeur Halleux a beaucoup parlé de cet objet tout à l'heure, les fameux fonts baptismaux de Liège, de l'église Saint-Barthélemy, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de la dinanderie, font à cire perdue, qui mesure quand même 1 mètre de haut et 1 mètre à peu près et un peu plus de diamètre. C'est une pièce majestueuse, faite d'un seul tenant, c'est-à-dire que l'objet, la cuve elle-même est comme une cloche, elle a été fondue en un seul morceau, et seuls les vaches et bœufs qui soutiennent cette cuve ont été fondus séparément les uns des autres. Cette pièce magistrale est aussi montre combien les métaux peuvent être traités différemment pour obtenir des objets de ce genre. Fondu. Voilà un autre type de fonte de la fin du XVIe siècle, un petit dromadaire en bronze doré d'Augsbourg, qui est une charmante petite pièce qui frise de très près la sculpture, certes, mais que l'on classe plus généralement dans les objets d'art. C'est un animal qui coiffe une partie automate d'un automate. Au XVIIIe siècle, des petites sculptures en argent fondu sont tout à fait exceptionnelles. Il y en a eu beaucoup, mais vous savez comme moi que dès Louis XIV, et par la suite Louis XV et Louis XVI aussi, et la Révolution enfin, ont envoyé à la fonte énormément d'orfèvrerie, et que cette orfèvrerie a été fondue pour payer les guerres de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XIV et Louis XV essentiellement, et la Révolution, un petit peu destructrice aussi. Donc ce couple merveilleux d'à peu près 18 cm de haut, en argent, fonte à cire perdue, de l'orfèvre Cousinet, fait partie d'un surtout de table. Il y avait un surtout qui 8 couples de danseurs ornaient une table royale, bien évidemment, au Portugal, mais c'est de l'orfèvrerie française, et ces personnages sont fondus, comme vous pouvez l'imaginer. On finit ce petit tour des techniques sur de beaux objets avec ce surtout de table aussi, surtout lié à la chasse, de Retier, qui est entièrement fondu, qui montre, disons, la permanence de l'utilisation des deux grandes modes de fabrication, qui sont le métal en masse, fondu, et qui relève des mêmes techniques que la sculpture, et le métal en feuille. Et c'est surtout là que le métier d'orfèvre excelle, parce que la mise en forme, le décor du métal, que l'on appelle globalement la ciselure. Les orfèvres étaient orfèvres ciseleurs pour la plupart, tout en faisant de la fonte, enfin de la fonderie également. Mais c'est là le métier spécifique de l'orfèvre, c'est la ciselure, et nous le verrons un petit peu plus tard. Une pièce assez exceptionnelle, je crois même que c'est la seule unique au monde. Elle est en argent, certes, et le médaillon central rectangulaire que vous voyez est en or. J'ai rarement vu des pièces insérant de l'or fondu comme ça, comme une médaille d'ailleurs, dans un objet en argent. Comme vous voyez, c'est Henri Auguste qui l'a réalisé. C'est toujours de l'orfèvrerie française, bien sûr. Après ce petit tour pour essayer de voir les différentes techniques sur différents objets aux différentes époques que nous venons de faire, je vous propose que l'on aille un tout petit peu plus loin et qu'on rentre dans le domaine propre des techniques, de ces techniques de façonnage. Je commence par la plus facile, si l'on peut dire, en tout cas que vous connaissez tous, qui est le métal fondu avec cette petite statuette. Si on la regarde toute seule, on peut se poser la question, est-ce fondu ou est-ce en feuille ? La preuve en est que si j'ai une autre petite statuette que vous voyez ici, est-elle fondue, est-elle en feuille ? Souvent, pas la méprise, mais disons l'expertise sur le mode de fabrication n'est pas si facile que ça. Et parfois, on a des doutes.
Là, on a la chance que ces deux cas que je me permets de vous présenter ont été démontés de leur socle et que l'on peut voir à l'intérieur ce qui se passe. Voilà le petit Saint-Pierre, la première petite statue qui a été fondue et qui présente donc à l'intérieur un aspect tout à fait différent de celui de cette Vierge qui, elle, a été réalisée avec des feuilles d'argent façonnées les unes les autres, séparément et soudées les unes aux autres avec les draperies et autres pour constituer cette image de la Vierge que vous voyez qui, elle, si on la regarde simplement comme ça, sans avoir la chance de pouvoir voir son intérieur, si l'on peut dire, on aurait tendance à se poser la question, est-ce fondu, est-ce repoussé? Voilà la différence, la nuance qui est très importante. Souvent, en tapant dessus, si on veut dire légèrement pour ne pas l'abîmer, la résonance d'une feuille de métal, enfin, d'un objet fait en métal, résonne beaucoup plus, évidemment, qu'un objet fondu où l'épaisseur du métal est beaucoup plus grande. Il faut aussi réaliser qu'il y a un rôle économique. On utilise moins de métal précieux quand on fait de la feuille et du repoussé que quand on utilise de la fonte. On ne peut jamais arriver à avoir une fonte aussi mince qu'une feuille de métal mise en forme au marteau. La mise en forme au marteau, vous pouvez la voir sur cette image. On peut dire qu'elle se divise en deux parties. L'emboutissage, c'est ce que vous avez sous les yeux, là. On part du disque de métal, un disque de métal, et avec un maillet en bois, comme vous voyez, sur des salières en bois, on force le métal à s'enfoncer. Il n'y a aucun enlèvement de métal, il y a déformation du métal, mais avec cette technique-là, on ne peut pas faire de pièces. On est à la main, là. On n'est pas encore dans le moment de la presse et des objets que l'on pourra faire avec de l'outillage mécanique quelques siècles plus tard. Le creux que l'on peut obtenir de cette manière-là n'excède pas vraiment 2 cm, 2 cm et demi. Donc c'est une technique qui est utilisée pour faire des objets plats, mais dès qu'il s'agit d'un relief un peu plus, enfin d'un creux un peu plus important, c'est la technique que j'évoquais tout à l'heure, qui est la technique majeure en matière d'orfèvrerie, qui est la rétreinte. C'est ce que vous voyez ici à droite sur cette image, avec un maillet de bois et sur une enclume, enfin, ce qu'on appelle des tas de formes différentes, on oblige le métal petit à petit à venir prendre une forme, la forme creuse et arrondie que l'on veut que l'on veut pouvoir obtenir. Vous voyez à gauche de cette image une coupe du Moyen-Âge, du milieu du XIIIe siècle, qui, elle, je la montre parce qu'on peut croire qu'elle aurait pu être emboutie, c'est-à-dire la façon un peu simple et creuse que j'ai montrée précédemment. En l'occurrence, ce n'aurait pas été possible, car avec le deuxième renflement et le creux un peu trop prononcé, on ne pouvait pas, par emboutissage, obtenir une pièce comme ça. En revanche, on la travaille sur l'envers, comme vous le voyez sur l'image de droite, et petit à petit, on arrive à rétreindre le métal et à lui donner la forme avec les différents profils que l'on souhaite de cette manière-là. Voilà, un peu en phase plus avancée dans le façonnage, le corps d'une saucière, qui a été mise en forme de cette manière par rétreinte, technique que je vous montrais jusque-là. Autre technique qui est appliquée pour la mise en forme d'une feuille de métal en feuille, c'est le tournage. Le tournage, on en a parlé, je crois, un petit peu. On ne tourne les objets qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, à partir du moment où on a des machines suffisamment puissantes pour tourner à une vitesse suffisante pour pouvoir mettre le métal en forme entre la pression de la rotation et la pression de la cuillère que le tourneur applique dessus, force dessus. Cette technique, évidemment, est déjà une avancée énorme par rapport aux techniques de mise en forme, puisque ce n'est plus la frappe directe de la main de l'artisan, de l'orfèvre qui met en forme, mais la rotation de la machine, la rotation du métal sur la machine. De ces différentes étapes de travail que on voit un peu rapidement maintenant, le métal, en quel état sort-il quand il a été mis en forme de cette manière-là, aussi bien au tournage qu'au marteau, comme on l'a vu? Eh bien, il est généralement
quand c'est du tour, ce sont des traits concentriques, enfin circulaires, pardon, parallèles. Quand il s'agit de mise en forme au marteau, comme on l'a vu, la surface du métal présente avec une certaine régularité, puisque la frappe est toujours très régulière, des marques de marteau. Ça, on peut pas laisser, l'objet ne peut pas rester en l'état, et c'est une des principales actions techniques pour arriver à lui donner un côté uni et supprimer toutes ces traces de marteau, c'est le brunissage. Le brunissage, avec des outils, comme vous le voyez sur cette photo ici, qui est dans un atelier, je ne sais plus lequel, je crois chez Christophe. Le brunissoir est un outil que l'orfèvre frotte délicatement, régulièrement, pour supprimer complètement toutes les traces de frappe. Et c'est ainsi qu'on peut obtenir une surface brunie. Tant que l'on n'a pas utilisé, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le brunissage était l'unique technique pour arriver à donner cette surface pas polie, parce que ce n'est pas encore du polissage, mais brillante et unifiée, d'une remarquable qualité dans certains cas. Le polissage en surface ne pouvant arriver que quand les tours ont été utilisés, toujours en cette fin du XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, la pièce est, comme vous voyez ici, mise sur un tour, et le frottement des matières utilisées pour polir ne pose aucun problème, mais on obtient un brillant beaucoup plus luisant qui est assez proche de ce que vous voyez sur cette photo. Le brillant est nettement plus strident, je dirais, plus miroir. On appelle ça plus miroir. Et donc, se diffère, on peut voir aisément un objet qui a été bruni d'un objet qui a été poli. Cette distinction est tout à fait nette. Nous avons un peu parlé donc de ces mises en forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir des formes, des reliefs, des décors sur ces surfaces du métal, qu'elles soient fondues, et on les reprend à la ciselure et à la gravure parfois, mais moins, c'est plutôt la ciselure qui peaufine, affine les reliefs obtenus à la fonte. En revanche, quand il s'agit d'une feuille en métal qui a été mise en forme, le problème est d'arriver à ressortir des reliefs, à tracer des décors, et c'est la technique majeure de l'orfèvrerie, qui est la ciselure, que vous avez la présentation des outils utilisés. À gauche un ciselet, un petit peu plus court qu'un stylo-bille, avec un petit marteau, et à droite, vous avez le ciseleur en train de travailler sa pièce de métal, c'est-à-dire qu'il va enfoncer ou défoncer le métal. Il n'y a aucun enlèvement de métal, à ne pas confondre avec la gravure. Et souvent, lorsque l'on fait des études un peu rapides des objets d'art, on est amené à... Pendant longtemps, il y a eu une certaine confusion ou un mauvais emploi des deux termes, ou avec confusion. Pourquoi ? Parce que le terme ciselure vient un peu du terme ciseau, et le ciseau est un outil de graveur, de sculpteur, qui enlève de la matière, qui coupe de la matière dans le marbre, la pierre, le bois, et alors que le ciselet, qui est cet outil que vous avez ici à gauche, est une tige qui, on frappe dessus, et la tête du ciselet est gravée d'un motif, d'un trait ou à une forme particulière, et c'est cette forme-là ou ce motif particulier qui va être imprimé sur la surface du métal. La ciselure se fait donc sur l'endroit, une fois la pièce mise en forme, sur l'endroit de la pièce, et tel que vous le voyez un petit peu ici, et que vous pouvez le revoir ici de plus près, l'orfèvre là est en train de ciseler, c'est-à-dire de déterminer chacun de ces petits godrons de cet élément en argent que vous avez sous les yeux. Les outils, les voilà, pour avoir une petite idée c'est une toute petite idée, car les orfèvres ont des bottes entières d'outils et qui forment des traits. Si vous voulez former un trait, ce sont les trois ciselets de gauche. Si vous voulez défoncer, si on peut dire, vous formez une demi-perle en creux, vous utilisez le ciselet de droite. Si l'on veut obtenir des mattes, c'est-à-dire
imprimer légèrement la surface du métal pour qu'elle perde son brillant, mais qu'elle prenne un petit motif de sablé, comme vous avez au milieu ici, ou à droite, des pointes de diamant. Bon, évidemment, ces photos sont extrêmement grossissantes pour qu'on puisse voir l'effet que cela peut produire. Mais donc la ciselure est un art formidable, d'une grande variété, pour lesquels il faut des mains extrêmement expertes. Et j'ai souvent posé la question à des ciseleurs. Je me souviens d'un qui maintenant est parti à la retraite. Il me disait, entre 5 et 10 ans, on y arrive, quoi, mais pas à tout faire. Il est évident que ces techniques, ces décors dont je vous montre la création, si on peut dire, aujourd'hui sont très peu utilisés. Ça, il faut reconnaître que la difficulté de l'exercice. Les orfèvres connaissent ces techniques, mais ils ne sont pas amenés à les utiliser aussi fréquemment que dans les temps passés. Cette coupe en haut à gauche montre très très bien, c'est une coupe du Moyen-Âge, le pied est soudé, des baguettes, enfin des moulures du pied sont soudées pour maintenir, comme je vous le disais tout à l'heure, cette soudure est nécessaire pour la solidité de l'objet. Le décor est fait au traçoir. Le rinceau, les traits du rinceau, si vous les voyez, ils sont faits de petits coups. C'est une ciselure un peu naïve et grossière. C'est-à-dire quand on frappe, je tape, le trait que j'enfonce, si on peut dire, n'a que la dimension de l'extrémité de la tête du ciselé. Donc pour arriver à faire un trait comme ça, je suis obligé de taper côte à côte pour arriver à tracer mon trait. Et c'est là, il a tracé, et on voit très très bien des petits à-coups du trait, alors que, disons, d'une main plus experte ou à une autre époque, il aurait affiné son trait pour qu'on ne voit pas justement cette frappe saccadée que l'on peut observer sur cette pièce-là. Le fond est obtenu à la boutrole avec cet outil à droite que vous avez. Donc on frappe des petites perles enfoncées côte à côte pour arriver à mater et faire cet effet décoratif que vous pouvez, un peu naïf, mais tout à fait intéressant sur la compréhension technique. Voilà quelques pièces que l'on peut obtenir avec ces ciselés. C'est une ceinture qui date d'un petit moment, elle est en or et elle vient de fouilles en Serbie. Mais les grosses boules, si on peut dire, ont été faites avec une grosse boutrole, de l'envers vers l'endroit, on les a repoussées. Et les zigzags que vous voyez sont des fins, toutes petites perlées en creux, faits avec un perloir évidemment beaucoup plus fin. Que peut-on obtenir avec ces fameux outils, ces ciselés? Eh bien, on peut obtenir non seulement du traitement du décor de surface, comme on vient de le voir un petit peu, mais également on peut arriver, avec les mêmes outils, à repousser le métal. L'argent, l'or, le cuivre aussi, mais moins facilement, puisque comme on vous l'a dit, le cuivre est beaucoup plus dur, comme d'ailleurs le laiton, sont beaucoup plus durs que l'or et l'argent. Et donc, sur une feuille de métal, on peut arriver à repousser de l'envers vers l'endroit et d'obtenir des reliefs beaucoup plus conséquents. En l'occurrence, le corps du Christ que vous voyez à droite, c'est une même feuille de métal, les bras de la croix, les 4 bras, si on peut dire, les 4 éléments formant la croix, et le corps du Christ ont été repoussés dans une même feuille de métal. C'est-à-dire que ce n'est pas un Christ qui a été fait à part et que l'on a soudé sur le fond que vous avez sous les yeux. Non, le travail a été fait à partir de l'envers, comme je vous le disais, et on repousse le métal jusqu'à ce que l'on veut. Là, on obtient un demi-relief de corps. Benvenuto Cellini, au XVIe siècle, un peu prétentieux comme bonhomme, en tout cas comme orfèvre, a écrit et décrit longuement toutes les techniques il se disait capable de repousser intégralement une ronde bosse à partir d'une feuille de métal, c'est-à-dire d'avoir un relief complet d'une ronde bosse à partir d'une feuille de métal. Là, nous sommes à mi-chemin. Nous n'avons obtenu qu'un demi-relief, mais c'est tout à fait intéressant d'imaginer les possibilités du métal et qui sont confirmées en plus par le revers de ce que je viens de vous montrer. Le dos, on a la chance que cet objet ait pu être démonté et on voit bien les creux du revers, on voit bien le travail qui a été fait pour repousser le métal
qui après sera repris sur l'endroit, mais le travail de mise en forme, de se repousser, est véritablement très, très clair sur ces photos-là. On ne voit pas très très bien sur la photo, mais essayez de me croire, il reste dans ces creux au revers du mastic, de ce qu'on appelle le ciment de Sisler, c'est-à-dire la matière on a commencé de l'envers vers l'endroit en appliquant la feuille de métal sur du ciment qui est réchauffé. Donc il est relativement mou et quand on frappe, qu'on repousse, le ciment, si on peut dire, prend le relief de la feuille que l'on enfonce. Et quand on le reprend sur l'endroit, on retourne la pièce sur le ciment, pareil, que l'on réchauffe. Et très souvent, mais on n'a pas souvent la chance de pouvoir le voir, le relief qui a été ainsi obtenu on conserve ce ciment qui sert de renfort, si on peut dire, et qui permet de travailler sur l'endroit plus aisément, puisqu'on a ce revers plus solide, quelque chose qui absorbe les coups d'outils, si l'on peut dire. Voilà l'objet terminé. La partie haut, enfin la face, vous la voyez en haut, et donc voilà comment, je crois qu'avec cela on peut comprendre parfaitement la mise en forme et de cette technique que l'on appelle à la fois le repousser et ciseler, puisque la ciselure est toujours la technique finale. J'ai parlé des reliefs, des différents reliefs, on en a vu un assez important. Voilà d'autres cas, là on est c'est pas du méplat, mais on est entre le méplat et le demi-relief, où ces personnages sous arcade que vous voyez en sont également repoussés, mais pas à l'extrême du relief, mais pour partie. Que fait-on quand on a une pièce d'orfèvrerie, comme ces gourdes en argent que vous avez sous les yeux, que l'on souhaite sortir des godrons droits ou courbes comme ils sont, là, et que la pièce a été faite en un seul morceau. Donc on a rétreint, je repars de la technique, on a rétreint pour obtenir la bouteille, de cette manière-là, qui n'a pas de décor. Et comment puis-je faire pour arriver à faire ressortir ces godrons ? On utilise une ressingle. Ça, c'est un outil extrêmement sophistiqué qui existe encore dans les ateliers d'orfèvrerie et dont on se sert pour décabosser des objets sur lesquels on ne peut pas intervenir directement. La ressingle est une tige horizontale qui est fixée dans un étau et elle a l'autre extrémité retombée avec une petite boule. J'enfile ma cafetière ou ma bouteille horizontalement sur cette ressingle. Et sur la tige qui reste, je donne des petits coups de métal. Et par ressort, cette tige vient de l'intérieur ressortir les reliefs. C'est évidemment assez compliqué et il faut être une main très, très experte, et ressort les reliefs que je veux obtenir. Et ici, on a un exemple, ce n'est pas très très fréquent, mais un certain nombre de pièces d'orfèvrerie ont pu quand même être réalisées de cette manière-là, c'est-à-dire que tout ce relief est sorti à la ressingle de l'intérieur vers l'extérieur. Puis après, on re-remplit de ciment l'intérieur et on retravaille en surface à l'extérieur pour affiner les traits et les séparations entre les godrons, bien évidemment. Cette technique de la ressingle, on la retrouvera beaucoup plus tard. Là, nous étions au XVIe siècle. Enfin, on la retrouvera beaucoup plus tard, on y reviendra tout à l'heure aussi, dans ce qu'on appelle la dinanderie d'art. Les techniques du repoussage du métal et autres reviennent à partir des années 1910, 1905, 1900 plutôt. Et c'est une technique, un art qui apparaît et qui, au lieu de faire des batteries de cuisine, des bassins et autres, c'était un peu les mêmes matériaux, ce cuivre et ces laitons sont utilisés par des artistes qui vont travailler le métal un peu à l'ancienne, avec un outillage ancien, comme celui dont je viens de vous parler un petit peu, pour obtenir des formes repoussées, comme vous le voyez, et très ornementales, dans un look, enfin dans un design tout à fait différent des siècles précédents, bien évidemment. Je vous montre cette photo simplement pour montrer que du XVIe siècle, on a pu réutiliser avec d'autres métaux et dans un autre type d'art, si on peut dire, cette même technique de ressingle, du repousser de l'intérieur vers l'extérieur, quand on ne peut pas y atteindre directement avec les outils. Ciselure à la molette, quand on utilise un tour, on peut faire un molletage tout autour, bien évidemment. L'estampage, évidemment, très vite, à partir du moment où on a eu des presses et des machines qui permettaient de frapper et d'enfoncer le métal,
fini l'utilisation de la main et de l'outil. Et vous voyez sur ce bijou en or qui est aux arts et traditions populaires, sur la droite, à gauche l'envers et à droite l'endroit, en l'occurrence. Et on le voit bien que ces médaillons ovales et losangiques ont été repoussés à la machine de l'envers vers l'endroit. À la main, on ne faisait plus ça à la main à partir on est au début du 19e siècle. Ici, le matrissage aussi, le matrissage des monnaies, ça c'est les techniques de monnaie que vous connaissez sans doute, entre deux presses, on met le disque de métal et s'imprime le motif sur une surface et le motif sur l'autre. De la même manière, c'est la même technique qui est utilisée pour les couverts, par exemple. Vous avez deux matrices de couverts avec la cuillère qui a été réalisée sur la droite, et c'est ainsi que, disons, voilà un petit peu un certain nombre des techniques utilisées en orfèvrerie et dans certains dérivés de l'orfèvrerie. Avec cette magnifique pièce qui date du XVIe siècle, qui est une patène d'un objet offert par Anne de Bretagne, pour arriver à bien voir la différence sur un endroit entre le ciselé et le gravé. Si vous voyez le médaillon qui est en émail peint au milieu, certes, qui est entouré de figures et de rinceaux, si vous regardez l'envers, on voit tout à fait que l'envers est l'envers de l'endroit, si l'on peut dire. On a commencé le travail à repousser ces motifs de l'envers vers l'endroit, et puis en finition, tout ce travail du milieu donc a été entièrement repris à l'outil, repris au ciselé. Si vous regardez le marli, le bord avec ces flèches qui rayonnantes, vous vous rendez compte, on se rend très très bien compte que la technique, l'outil utilisé n'est absolument pas le même. Tout le bord de cette patène est entièrement gravé. La gravure peut être utilisée sur une même pièce que la ciselure, bien sûr. Ce qui est important, c'est d'essayer de voir ce qui est gravé de ce qui est ciselé. Et en l'occurrence, voici l'endroit du bord. Et maintenant, je vous montre le revers du bord. Il est uni. La gravure, elle, ne se voit absolument pas au revers, puisqu'il y a enlèvement de métal. Avec le burin, on grave, on enlève le métal, on fait des sillons de métal, on n'enfonce pas le métal. Et donc, la technique de gravure se distingue par sa non-visibilité, si l'on peut dire, au revers de l'objet. Voilà le positionnement d'un graveur. Voilà quelques exemples de gravure qui est utilisé aussi bien pour des inscriptions en bas que pour des plaques gravées. Enfin, la gravure a un usage très varié. Des armoiries, par exemple, et dans les années 30, en bas, ce magnifique vase en métal argenté, entièrement gravé par, je ne me rappelle plus très exactement le nom de l'artiste. Donc la gravure dans ces techniques-là a un rôle important, mais pas aussi important, et elle n'est en fait que décorative, partiellement décorative, par rapport à ce qu'est la ciselure. En revanche, une technique qui apparaît elle aussi à partir du moment où on a des machines à guillocher et des tours à guillocher, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans les années 70, le guillochage, ou guillochi, ou guilloché, ou guillochure, apparaît puisque c'est de la gravure mécanique, soit au trait droit, comme vous avez sur cette partie haute, soit en ondulé, comme vous avez ce détail ici. Et voilà les usages que l'on peut en faire. Si vous voyez ce couvercle de tabatière en or, si vous regardez le fond bleu, il est entièrement guilloché et ondulé et recouvert d'un émail translucide de couleur qui magnifie cet effet de gravure. En voilà un autre exemple où le guilloché est en forme de chevron et orne les fonds. Voilà, le guilloché peut aussi, vous voyez sur cette photo, donner un effet travaillé de telle sorte que l'on peut arriver à donner un effet moiré. Quelles sont les colorations? Quels sont les décors de coloration que l'on peut, les techniques de coloration? Évidemment, la dorure au mercure, elle est connue depuis la nuit des temps. Elle est extrêmement, elle est répandue jusqu'à quand? Jusqu'à la date du milieu du 19e siècle, lorsque le procédé de galvanoplastie permet de dorer ou d'argenter des dépôts sur des objets brevet inventé, enfin mis au point par Elkington, repris par Christophe, mais ils ont été
tout le 19e siècle, ils ont été en justice pour savoir qui était le premier, mais non, ça, c'est pas notre affaire. Simplement, cette nouveauté, cette technique de pouvoir dorer ou argenter par électrolyse a évidemment avec des contraintes, pas des contraintes, mais des résultats économiques intenses. C'est pour ça qu'ils se sont beaucoup chamaillés, si on peut dire. La dorure au mercure, vous la connaissez, l'amalgame de mercure et de poudre d'or ou d'argent, suivant ce que l'on veut obtenir, chauffé, le mercure se volatilise et a rongé des milliers d'orfèvres et de doreurs depuis la nuit des temps, jusqu'à la date de 1860, date à laquelle la dorure au mercure a été définitivement interdite, sauf un ou deux ateliers qui, avec des précautions énormes aujourd'hui encore, dans des cas très spécifiques de restauration d'objets d'art qui doivent être redorés sur ces mêmes principes. Donc on utilise à ce moment-là ces ateliers qui sont en nombre très restreint, mais cette dorure, elle a, comme je vous dis, traversé les temps et était utilisée à maintes aussi régulièrement que possible. Vous allez me dire, oui, mais on pouvait dorer ou argenter par plaquage. C'est tout à fait différent. C'était une mince feuille d'or ou d'argent que l'on martelait sur un fond, sur une plaque de fond, laiton ou cuivre, pour obtenir du plaqué. La technique est très différente, mais cette opération se faisait avant que l'objet soit mis en forme. Au lieu que là, l'objet est déjà mis en forme, on pose l'amalgame d'or et de mercure aux endroits que l'on veut dorer, on les porte au feu, mais l'objet est terminé. Ce sont des dorures partielles ou intégrales. Ici, sur la photo d'en haut à gauche, vous avez à gauche la partie mate de la dorure. La dorure, quand elle sort du feu, quand elle vient d'être faite, elle est mate. Donc il faut impérativement la reprendre au brunissoir, comme vous le voyez en bas à droite, pour arriver à retrouver son brillant, ou au polissoir, comme vous l'avez en haut à gauche. Voilà un des exemples de répartition de dorures, qu'on peut en trouver des milliers, bien sûr, mais c'est assez amusant. La dorure était souvent, dans les temps anciens, utilisée pour la partie pileuse, les sourcils, vous voyez, la barbe et les cheveux. La peinture aussi, c'est une chose que l'on voit peu en France, enfin assez peu, on le voit un peu en Espagne, beaucoup en Europe centrale et autres. L'argent peint a été a eu un certain succès, sauf que la peinture sur l'argent, ça tient pas très bien, et que souvent, au début du XXe siècle, des restaurateurs avérés ont trouvé que la peinture, ça faisait un peu moche et que ça faisait 19e, alors que la peinture était connue dès le XIVe siècle sur l'argent. Et ont entièrement décapé. Nous avons un certain nombre de pièces majeures, d'ailleurs, décapées, qui étaient faites pour être peintes. En voilà une. Il n'est pas très beau, j'en conviens. C'est de l'argent peint. Il est passé en vente publique il y a quelques mois, mais simplement pour vous montrer l'effet que pouvaient faire ces peintures sur argent, comme cette pièce du musée de Cluny, où la peinture est faite là aussi pour les chairs, le visage de la Vierge, les mains, les jambes et la tête du bébé. Donc la peinture, l'argent peint, est une technique que nous connaissons peu, comme je disais, mais si vous allez en Autriche ou en Bavière, beaucoup d'orfèvrerie peinte est conservée. Une rare technique, très rare, mais qui était utilisée dans Rhin et Meuse, dans les pays de Monsieur Halleux, c'est le vernis brun. Et curieusement, c'est une technique qui est tombée complètement à la fois en déshérence, mais qui est très simple, qui paraît très simple. Eh bien, la partie, on dore les parties que l'on veut dorer. Non, pardon, on commence par mettre de l'huile de lin sur les parties que l'on veut voir marron. L'huile de lin cuit, on la cuit. Elle est comme un vernis un petit peu transparent. On voit encore la couleur du cuivre au travers. Et dans les parties qui ont été mises en réserve, on dort au mercure, comme vous pouvez le voir. Donc c'est le jeu de ces deux couleurs sur une plaque. Les pays nordiques, la Flandre et la vallée du Rhin et de la Meuse ont beaucoup utilisé cette technique au Moyen-Âge. Elle reviendra dans les mêmes régions au XIXe siècle. Le niel, qui est aussi une coloration en noir, qui vient du latin Niger, noir, et qui est un mélange de borax et de sulfure d'argent, que l'on porte, une espèce de pâte que l'on applique sur une surface ou que l'on met dans des
au fait que on applique dans les creux gravés, que l'on porte au chaud et au feu, et quand il cuit, le niel devient une pâte dure. Qui se distingue bien de l'émail noir, parce que l'émail noir est brillant, le niel reste toujours assez mat. Voilà quelques exemples de niel, une tabatière en argent doré, niellée en surface, une boîte à thé, comme vous le voyez, ou une théière entièrement niellée d'origine russe. Et au XIXe siècle, le niel revient dans certains ateliers avec beaucoup de succès, et vous le voyez réapparaître là sur les parties de fond noir de ce grand plat. Les incrustations, évidemment, font partie des techniques utilisées en matière de métaux, précieux ou non. Ici, nous sommes devant un petit manche en acier incrusté d'or et d'argent pour jouer de la polychromie et des différentes couleurs des métaux. Évidemment, les armes, tout ce qui relève du domaine des armes a beaucoup utilisé ce type de technique, ainsi que les bassins et les cuivres de civilisation islamique. Autre type de décor et de technique, les filigranes et granulations. Vous avez un détail sur la droite ici de ces fils d'or, de cuivre ou d'argent. Les trois métaux pouvaient être utilisés pour cela, qui sont en forme que l'on associe en rinceau, conjugués avec des petites graines que vous voyez, ces petites sphères de métal on appelle des granules, et que ce filigrane et granulation sont quasiment toujours utilisés ensemble pour former des décors. Et cette technique est vieille, disons, les Grecs l'utilisaient, les Étrusques aussi, les Romains, et a toujours été utilisé. Le filigrane disparaît un petit peu au cours du XVIIe siècle, disparaît assez complètement au XVIIIe, et réapparaît un petit peu comme beaucoup de techniques du Moyen-Âge au XIXe siècle. Le calice en or de Reims que vous avez sous les yeux est un bel exemple de filigrane. Voilà un détail qui vous montre et qui vous explique la technique. Et les ateliers Artus Bertrand ont réalisé pour ces photos le montage, si l'on peut dire, de filigrane. Vous voyez un petit peu les techniques où ces fils sont de différentes sections, de différents profils, sont disposés suivant différents motifs, portés à chaud sur le feu, et là avec un petit peu de borax par-dessus pour permettre la soudure de ces éléments les uns aux autres. Voilà quelques exemples aussi de filigrane. À droite, au Moyen-Âge, c'est une filigrane de cuivre, et à gauche, un exemple tout à fait spectaculaire, mais assez grossi, d'un bijou étrusque en or, où les filigranes forment les volutes dans le haut, et ces petites boules ces petites boules granulées que vous voyez, sont des petites boules entièrement recouvertes de granulation d'or, et dont certaines sont parties d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Voilà cette technique très spécifique, il faut bien dire, très particulière, qui ornent l'orfèvrerie assez fréquemment, un peu la bijouterie aussi, mais voilà une utilisation des filigranes pour une croix, et une petite bonbonnière de chez Christophe, entièrement faite en dentelle de filigrane, en argent. Les filigranes, c'est assez peu connu, ont aussi servi pour décorer du mobilier, et du mobilier français, curieusement. Cet ensemble de meubles que vous avez sur la droite ici est du bois bleu peint en bleu, recouvert entièrement de filigrane dont vous avez un détail ici. Voilà l'aspect, disons, vu de près, de ces dentelles d'argent. Et ces filigranes ont été réalisés aux ateliers des Gobelins dans la jeunesse de Louis XIV. Et Louis XIV adorait aussi les filigranes. Il avait même à Versailles un cabinet de filigrane. Mais tout a disparu. On n'a pas un seul exemple en France de ce type d'objet réalisé à cette époque-là. Et il y a quelques années, en travaillant sur un sujet dont je reparlerai un petit peu plus tard, sur le mobilier d'argent, qui appartient à notre domaine, là, on a découvert chez la reine de Danemark ce mobilier que vous avez sur la droite, et dont personne ne savait en réalité d'où il provenait et qui l'avait fait, et ce que c'était que cette dentelle d'argent sur fond bleu. En travaillant dans les archives, on a découvert qu'il y avait une commande du roi
du roi de Danemark, aux ateliers des Gobelins à Paris. Donc, c'est les seuls et uniques exemples de l'utilisation de filigrane sur du mobilier. On aime ou on n'aime pas, mais c'est une production tout à fait à la fois spectaculaire. À l'origine, là, ce sont les Danois qui ont repeint en bleu. À l'origine, dès l'origine, c'était vraisemblablement en noir. On a gratté un petit peu les peintures et on a découvert que, en fait, la polychromie que nous avons sous les yeux là ne correspond pas à la polychromie de l'époque du milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire un fond noir avec cette dentelle d'argent par-dessus. Aujourd'hui, en Inde, en Chine, en Russie aussi, on continue de travailler les filigranes, même un petit peu de cette manière-là. Et peut-être on fait moins de mobilier en filigrane, mais c'est une technique qui perdure. D'autres types de travaux, ce n'est pas du filigrane ici, c'est un travail tout à fait exceptionnel qui a sûrement été beaucoup plus fréquemment réalisé au XVIIe siècle et même déjà à la Renaissance. C'est des petites feuilles d'or entièrement ciselées séparément, chaque fleur, chaque rosette, chaque fiche, chaque rinceau est fait en or séparément, et ils sont appliqués, soudés et cloués sur un fond de bois qui est du tissu bleu. Ce coffret est au Louvre, il est en or, c'est une pièce majeure, et elle est majeure, certes, dans le patrimoine français, mais elle est surtout majeure par la technique utilisée, qui est extrêmement rare au niveau assemblage d'éléments façonnés séparément. Le mobilier d'argent, je ne peux pas résister à vous en montrer quelques exemples pour des raisons que certains connaissent, c'est-à-dire que j'ai effectivement participé à l'exposition sur le mobilier d'argent qui a eu lieu au château de Versailles en 2007. Et pour vous rassurer, en France, il ne reste plus rien. On n'a pas l'ombre d'un pied ou d'un miroir en argent français. Donc on est allé chercher l'équivalent dans les cours d'Europe qui, elles, avaient été fascinées en leur temps par ce mobilier de Louis XIV. Et ils ont tous... beaucoup de cours, un certain nombre de cours ont conservé ce fameux mobilier d'argent, et c'est comme ça que nous avons pu réaliser l'exposition. Donc je vous montre 2 ou 3 objets, 2 ou 3 meubles simplement. Pourquoi en France il n'y en a plus? C'est très simple, comme je vous disais tout à l'heure. Louis XIV, en 1789, pour la première fois, a envoyé à la fonte tout son mobilier d'argent, toute son argenterie. Il a dit à tous les grands de ce monde, religieux ou civils, vous envoyez tout ce que vous avez à la fonte. Comme ça n'avait pas suffi, en 1700, il a dit on recommence, tout repart à la fonte. Louis XV a eu besoin également de faire des fontes pour trouver l'argent nécessaire à ces batailles. Et c'est ainsi que tout a complètement disparu. Donc nous pouvons avoir une idée de ce que c'est. J'ai choisi quelques pièces qui correspondent très exactement à des descriptions et des dessins que nous avons sur le mobilier français qui ornait entre autres Versailles. Ce miroir en feuilles d'argent dorées, bien sûr, appliquées et clouées sur rames de bois, et ces ensembles de mobilier tout à fait spectaculaires, tables, guéridons et miroirs, qui ornaient les pièces et qui ornent encore Berlin, le Windsor, et d'autres, la Russie aussi, et d'autres grandes collections royales ou impériales dans le monde, avec l'unique table qui n'est pas française, elle est anglaise, elle est chez la reine d'Angleterre à Windsor, entièrement en argent, qui est pas exactement, mais très très proche de ces fameux mobiliers d'argent et de ces tables que l'on savait décorer et être disposées dans la Galerie des Glaces à Versailles. C'est la pièce que vous pouvez imaginer être la plus proche de ce qu'était ce fameux mobilier français à Versailles, qui est évidemment parti à la fonte. Alors là, tout n'est pas massif. La question qu'on se pose tout le long, on parle toujours de l'argent massif pour le mobilier en argent massif. Non, en réalité, ce sont des plaques de métal repoussées, les personnages sont fondus, les portants, les pieds aussi, mais le tout est maintenu à l'intérieur par des armatures en fer, surtout quand c'est assez lourd comme c'est le cas, et le plateau est évidemment en bois. Donc ce mobilier d'argent, à part les caisses à oranger, des bassins et autres, était pour la plupart des feuilles d'argent assez épaisses, certes, il fallait que ça tienne, mais qui étaient ciselées ou fondues à part, rapportées et maintenues par des armatures. L'unique pièce que l'on connaisse qui peut, elle, avoir été entièrement fondue comme mobilier,
c'est un fonds baptismaux d'à peu près 1 mètre, 1,10 m de haut, et qui est français, parce que cet orfèvre Cousinet était français, et travaillait pour la cour de Suède, et a réalisé ces fonds baptismaux qui sont toujours en place. C'est assez rare, c'est pour ça que je n'ai pas résisté à vous les montrer. Une technique qui va révolutionner, si on peut dire, l'orfèvrerie et sans doute beaucoup d'autres choses, c'est évidemment, dans les années 35, la mise au point de l'électrolyse. Et désormais, on peut dorer ou argenter ce qu'on appelle simplement au bain, enfin, si on peut dire, avec un courant électrique passe et les molécules de métal se déposent sur la pièce que l'on veut dorer ou argenter. Vous en avez une sorte d'application à droite, mais on peut aussi faire des moulages complets, des moulages galvaniques, c'est ce qu'on appelle globalement la galvanoplastie, c'est-à-dire que j'ai un moulage en creux que je veux réaliser en métal. Je mets dans mon bain, les molécules de métal viennent se déposer et on peut obtenir ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire une plaque, là c'est du laiton, c'est du dépôt de laiton. On peut déposer l'or, l'argent, le laiton, le cuivre. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'il n'y a aucun outillage nécessaire. Dans la plaque de moulage qui est en plâtre, qui est en creux, en très léger creux, possède le décor que vous avez là. Les molécules de métal viennent très finement, viennent s'appliquer dans tous les creux, dans toute la surface. Et lorsqu'on le sort du bain, cette gravure, qui n'est pas une gravure, mais qui donne un effet gravé, sort complètement impeccable, sans retouche, sans nécessité de retouche. Bon, on découpe le bord pour que ce soit propre, mais la partie décorée est venue entièrement du dépôt du métal sur un moule. Et pour vous confirmer ce que j'essaye de vous montrer, voici le revers de cette plaque où on voit bien les grains de métal qui sont venus se déposer et qui restent tels quels, puisque ce qui nous intéresse, c'est simplement la façade pour après l'appliquer sans doute sur du bois ou un petit coffret. De la même manière, ce relief que vous avez ici a été en cuivre, alors là, a été obtenu par le même système, un moulage en creux. Le cuivre est venu se déposer. Et au revers, on a le revers et on voit le revers, disons, du dépôt de la façade. Les fameux coques du train bleu, peut-être certains de vous les connaissent, qui ont été réalisés chez Christophe en galvanoplastie. On a fait beaucoup de choses de ce genre. Là, d'une assiette, une serviette damassée qui a été mise en galvanoplastie. Et cette nouvelle technique, dans les années 1900, certains ateliers ont essayé de voir si on pouvait faire tout ça pour moins cher, c'est-à-dire de faire de l'orfèvrerie de bois argenté ou doré que vous avez sous les yeux. Ça ne tient pas, ça n'a pas eu beaucoup de succès, c'est un peu grossier certes, mais c'est une recherche technique, c'est toujours amusant de voir ce qu'un procédé a pu entraîner comme autre procédé. Les émaux, bien sûr, dans les techniques de coloration, vous les connaissez. On va baliser un petit peu les différentes étapes. D'abord les émaux cloisonnés, dont vous avez quelques exemples ici, et ainsi qu'en Russie, cette technique est encore très très présente, comme en Chine d'ailleurs. Les cloisons sont en relief, et seules les cloisons en relief sont remplies d'émail. Le champ levé, bien connu, bien évidemment, où là, sur une plaque de cuivre, on creuse et on remplit les creux d'émail opaque en général. Voilà une pièce qui est au Louvre et qui montre, l'émail étant parti, on voit bien ce qui a été le travail à l'outil, qui a été la gravure qui a été nécessaire avant de remplir des mots. Les émaux translucides sur or, avec des pièces tout à fait majeures en or, qui est au British Museum ici, et qui vont peu à peu évoluer vers une technique très très chère, très onéreuse, que les ateliers parisiens ont développée et qui n'a pas duré très longtemps, mais a donné lieu à des chefs-d'œuvre absolument extraordinaires, dont celui que vous avez sous les yeux. C'est un petit objet qui mesure à peu près 20 cm de haut et qui est entièrement en émail, mais en émail sur ronde bosse, c'est-à-dire que les personnages, les chevaux, les aliens, sont entièrement en or, recouverts totalement d'émail coloré, opaque ou translucide. Et en voilà une petite vierge dont on a la chance là de voir le revers de l'or, et qui montre bien que cette technique est assez curieuse à nos yeux, parce que pourquoi faire quelque chose en or si on doit le recouvrir entièrement d'émail? Ça, c'est une chose. L'émail translucide, le revers nécessaire, évidemment, les émaux peints que vous connaissez, qui, au travers des siècles, nous donnent des aspects très différents. Là, c'est turquoise de Russie, c'est tabatière
émaillé translucide, ces petites pendules, les techniques sont très différentes. Nous avons terminé avec la dinanderie d'art et les étains pour rapidement passer à des techniques qui relèvent bien évidemment des objets d'art, avec ce magnifique plat de Husson que nous voyons en cuivre. Et Husson s'est spécialisé dans l'incrustation qui n'est pas une incrustation en réalité. On n'a pas gravé le métal, on n'a pas enlevé de métal, il coulait de l'argent. Il coulait de l'argent sur sa surface de métal pour jouer des couleurs différentes. Mais l'incrustation en général est en creux. Là, nous la voyons bien, elle est en léger relief. C'est ce qu'il appelait, lui, c'était un procédé qu'il a mis au point, qui était l'incrustation coulée. Mais en fait, c'est un peu contradictoire. Voilà encore une autre pièce réalisée par lui. Jean Dunant, lui, pour sa part, a développé sur un vase en laiton, des lacs, des oxydations, des dorures jetées et autres, qui donnent des colorations et autres, qui sont des pièces absolument formidables, d'une beauté totale, qui relèvent d'un autre art, puisque c'est une technique ancienne, certes, mais qui, adaptée à des matériaux et des cuissons et des oxydations et des attaques différentes, donne, je vous en montre toute une série variée pour que vous puissiez voir quelques exemples. Même l'attaque à l'acide, on avait parlé d'acide tout à l'heure, on peut faire des choses formidables, dont, si on veut, attaquer une argenture, par exemple. Les étains, l'étain a une énorme, on l'a dit tout à l'heure, a une énorme qualité, c'est que il coule d'abord, et il coule très finement, il est très très fin, et il vient prendre absolument tous les reliefs du moule en métal dans lequel il est coulé. Vous avez des très beaux exemples des étains de Briot, là sous les yeux, des pièces diverses qui ressemblent beaucoup à l'orfèvrerie d'argent, c'est un fait. Et pour, in fine, terminer, voilà encore des pièces en étain. Voilà, l'étain, dans les années 30, a rivalisé très fortement avec l'orfèvrerie, parce que là, si on ne savait pas que c'était de l'étain en photo, on croirait parfaitement que ce soit que ce pourrait être du... Étant donné que je vois que le temps passe, je me permets de couper tout ça. Vous voyez, c'est des belles pièces. On le regarde rapidement. Je ne veux pas vous... Pour arriver à simplement à voir que là nous sommes en 1900 et je voulais simplement en sautant un petit peu quelques épisodes des productions et des différentes techniques vous montrer ce que l'on peut ce que l'orfèvrerie, disons, du XXe siècle et à partir surtout de l'époque des arts, à partir des arts déco, a développé jusqu'à aujourd'hui encore, avec des créations de toutes sortes, des pièces absolument formidables. Et c'est sur cette service à café, c'est peut-être pas visible, mais le service à café de Zaha Hadid que je vous propose de clore un petit peu cette présentation rapide sur les différentes modes d'emploi, disons, des métaux dans le domaine des arts décoratifs, qui, évidemment, c'est très restrictif ce que je vous ai montré par rapport au monde gigantesque du monde des arts décoratifs, mais qui peut quand même vous faire découvrir peut-être la variété, la richesse, la réalité de cette utilisation et de ces décors des métaux au travers des siècles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine Arminjon, de nous avoir dressé ce panorama général de l'utilisation des métaux dans les arts décoratifs. Ce n'était pas un exercice facile vu les périodes que ça couvre et la multiplicité des techniques. Donc la prochaine matinale aura lieu le samedi 25 février sous le thème Matière à création. Elle comprendra en fait trois témoignages, trois regards. Un artiste, un designer et un artisan. Le designer sera Stefan Dietz, qui est un designer allemand que nous, Normal Studio, en tout cas, dont nous apprécions particulièrement le travail, qui viendra un petit peu parler de son approche du métal au travers de pas mal de projets. Ensuite, nous aurons le témoignage de l'artiste Vladimir Skoda. Et enfin, on terminera la matinée avec Jean-Noël Buatois, qui est coutelier, qui viendra nous parler de son métier. Voilà.